pour démarrer la première de Trafic d'influence, nous accueillons Vi. Yes, hello. Donc je suis née à Marseille en 75, ça pose un petit peu à quelle génération j'appartiens. Donc je suis née et j'ai grandi à Marseille et je suis arrivée à Paris à peu près en 96. 97. J'ai été diplômée de Berceau en 99 et j'ai enchaîné dans le prêt-à-porter femme tout de suite. Sachant que quand t'es pas de Paris et que tu débarques un peu de province et que tu arrives, il faut bosser vite. T'as pas le temps de faire 1 an ou 2 ans de stage et de prendre le temps. Donc j'ai bossé assez rapidement dans l'industrie textile. En tant que styliste, prêt-à-porter. Et tu faisais du modélisme aussi, non? Non, vraiment stylisme, avec au départ un peu une manière à l'ancienne de bosser, c'est-à-dire que ça nous arrivait de caler directement des toiles sur mannequin pour créer une robe par exemple. Et donc c'était un peu la manière ancienne de bosser, une manière à laquelle les créateurs essayent de revenir. Et on avait un atelier de modélistes qui après interprétait nos modèles. Mon rapport aux vêtements est venu très tôt, à Marseille, donc plutôt jeune, où dès l'âge de 12-13 ans, je faisais plein de fripes. J'ai eu la chance de grandir dans un quartier qui était plutôt alternatif à Marseille, quartier du cours Julien, La Plaine, où toutes les subcultures se réunissaient en fait. Du coup, mon rapport aux vêtements, il est vraiment venu là. J'ai pas fait des études de mode pour faire des études de mode parce que j'aimais la mode concrètement entre guillemets. J'ai fait des études de mode parce que j'ai eu ce rapport aux vêtements par les fripiers. Déjà, c'était une passion très jeune au départ. Ça rejoint quand même un peu les années 90 où finalement ça a posé les bases pour moi de mon style depuis 25 ans et j'ai envie de dire ça a posé aussi les bases de beaucoup de choses qui se passent dans la mode maintenant. Et si on regarde bien tout ce qui se passait dans les années 90, on retrouve toutes les sources qu'on retrouve maintenant. D'un côté, tu as tout ce qui est workwear, avec à l'époque Carhartt, Dickies et tout ça. Tu as tout ce qui est très sport, type polo sport, très block color, etc. Tu retrouves un peu toutes les influences et tu avais aussi tout ce qui était camo, army, militaire. Je pense que c'est une partie qui a appartenu un peu à l'époque à toutes les subcultures. Moi, ça a commencé déjà à l'époque où on mettait des treillis, époque Public Enemy, ça faisait partie un peu de notre uniforme, basket trekking, etc. Et après, au-delà de ça, c'est vraiment l'esthétisme qui je m'en lasse pas en fait. Ça fait 25 ans que je me lasse pas du camo. D'une part, le vêtement militaire, tout ce qui est utilitaire, uniforme, en fait, je trouve que c'est un style noble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du tailoring, c'est-à-dire qu'il y a de la coupe. Et avec un vêtement militaire bien coupé, je trouve que ça donne une attitude et une allure super belle, super chic, côté uniforme noble que j'aime bien dans le vêtement militaire. Et après, il y a la richesse du print camo qui est un classique pour moi et c'est juste une passion et ça fait 25 ans que je m'en lasse pas. Il y a une dizaine de jours, Marc Jacob qui fait son défilé à New York, je l'ai partagé sur notre site là. Qui est revenu un peu aux sources de New York. Aux sources de New York et quand je lisais ce qu'il disait, c'était assez marrant. Il disait en gros les gens qui savent faire le plus les looks, c'est les gens de la rue. Marc Jacob, j'ai trouvé ça légitime parce que c'est un pur New-Yorkais, donc il a vécu aussi ces années-là, donc je trouvais ça plutôt légitime qu'il le fasse. Et c'est quand même quelqu'un de talentueux, qui connaît bien la mode et qui a vécu cette énergie-là dans les rues de New York. Après, ça a toujours été que le style de la rue influence les maisons. Après, je pense que ça l'a jamais été autant que maintenant. Des créateurs comme Gaultier qui se sont toujours inspirés de l'énergie de la rue à une époque, mais dans les maisons de couture, par exemple, pas tous l'ont fait. Il y avait quand même ce carcan des maisons de couture qui s'inspiraient pas forcément de la rue, mais plutôt, par exemple, de l'histoire de la mode française. Mais là, en ce moment, je pense que tous les groupes de luxe n'ont jamais été autant focus sur la rue, en fait. En fait, ce que je me dis, c'est que c'est un peu bizarre, c'est contradictoire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau
pour moi dans ce que je vois, parce que justement c'est des cycles et que c'est un mélange de tout ce qu'on a un peu vécu. Mais en même temps, justement, je me dis peut-être que comme ils n'ont pas, au départ, je trouvais ça pas forcément bien, qu'ils ne sachent pas d'où ça vient, qu'ils n'aient pas forcément des références, etc. Mais finalement, je me dis, ils ont une liberté avec laquelle ils se sont emparés de tous ces codes-là qu'on n'avait pas nous. Et du coup, c'est pas plus mal parce que ça donne une énergie créative à la nouvelle génération. Et c'est assez déroutant de voir même à quel point ils s'emparent des choses sans connaître le point de départ, mais de manière passionnée, et ils poussent le truc à l'extrême. Je sais pas, je pense par exemple à la vague en ce moment, tout ce qui est fake, Dapper Dan, les années 2000, Canal Street à New York, donc Gucci, Louis Vuitton, etc. Et enfin moi dans les années 2000 j'étais dedans, mais je vois ce qu'ils en font aujourd'hui, poussé à l'extrême, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve qu'ils n'ont pas... ça reste une énergie de la rue. C'est-à-dire que quand on voit les cahiers de tendance, ça reste assez conceptuel, ça gravite autour de la mode. Alors je vois bien des cabinets comme Nelly Rodi, ils vont essayer de s'adapter par rapport à leur newsletter, à leur support web, etc., digitaux, à montrer qu'ils suivent, qu'ils voient qu'il y a une énergie un peu de la rue qui a explosé. Mais dans leur cahier de tendance pur, on ne retrouve pas cette énergie-là. Je pense que pour eux, ça a toujours été une tendance à part. Enfin, moi, j'ai eu par exemple un parcours schizophrène qui est à l'image des cabinets de tendance. Et d'un côté, il y a eu la mode, et d'un autre côté, il y a eu toute cette culture rue et il y a eu le street. Maintenant, c'est les nouveaux créateurs qui font le lien entre la mode et toute cette culture street et urbaine se confondent, mais les cabinets de tendance font pas forcément le lien. Sneakers depuis 92. Après, je me c'est un truc de ouf. Et après, je me revendique pas sneaker addict. Ouais. J'ai un peu là un truc. Ouais, non, mais après j'ai un truc de vieux là, je pense entre guillemets, en disant voilà, ils sont dans un délire qui est pas le mien, de surconsommation, qui maintenant voilà, pour moi c'est perturbant de voir à quel point ça s'est démocratisé. Et après, j'ai envie de dire si, j'aime toujours ça, j'achète toujours des baskets. Je suis tous les jours en basket depuis 25 ans, mais je suis pas une collectionneuse et je le fais pas pour étoffer une collection, pour faire un Instagram, etc. C'est pas un modèle exceptionnel, c'est juste la Jordan 1 Silver qui avait été rééditée en 2001. Je les ai achetées à New York, donc c'était une époque où il n'y avait pas Internet, c'était une époque où il fallait 2000, je crois. Et c'était une époque où tu voulais une paire, il fallait aller la chercher. Voilà, il n'y avait pas les Campout devant la boutique, ça sortait pas, enfin bon, avec la facilité de maintenant. Et je me rappelle de cette paire parce que j'ai fait tout New York pour la trouver à ma taille. Et comme quoi je suis un peu passionnée du truc quand même, et je me suis retrouvée avec la paire 0001 sur 40 000 paires. Voilà, donc c'est juste une anecdote mignonne quand je vois tout ce qui se passe autour de la basket et qu'on me dit mais toi t'es pas une collectionneuse, tu t'y connais en basket. Et du coup non, mais en même temps voilà, c'est pour montrer qu'en fait il y a des passionnés qui ont porté le truc avant que ça soit démocratisé. J'ai emmené ce qui m'a permis d'arriver à la mode. Voilà, c'est ce qui a été un peu la base pour moi. Spraycan Art. Voilà, le Radical, mon numéro de, c'est pas le plus vieux, de 2002. On montre la pub, la pub Hardcore Session. Donc la pub authentique. La musique. La pub hip-hop des années 90. Hein. Alors, une petite anecdote quand même, quand j'ai commencé à acheter le The Source à Marseille, il est de 99, c'est pas le plus vieux, évidemment. On n'avait pas tout à dispo comme à Paris, donc il fallait aller le chercher à l'aéroport en fait. Ah ouais. On prenait le car, une demi-heure, et on allait à l'aéroport pour choper les sources à l'époque. Un Wax Poetics faisait partie de mes lectures avec une couve que j'aime beaucoup, ça reste toujours un de mes groupes favoris. Donc voilà, tu vois, l'uniforme camo, militaire, la base. Hein. Il n'est pas très vieux, mais la couve, je l'aime beaucoup. Ils sont en troupe. Hein. Ouais. Ils sont en troupe. Hein. Ça, c'est un Mac japonais, donc j'ai ramené un de mes Macs de Jap. Workwear. Là, c'est plus l'amour pour le produit, enfin tout ce que les Japonais ont fait des stocks US vintage, du street, de la qualité, le denim, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est important pour moi aussi. Pour revenir à la basket, un petit livre de Bobito Garcia quand même. Et ça, qui à mon sens n'est pas le livre le mieux sur tout ce qui est low life. Il y en a
un autre qui est sorti, je crois, beaucoup mieux, que je cherche, mais que j'arrive pas à trouver. Mais voilà, ma passion aussi, un peu la fascination de ce que les groupes en fait à New York à l'époque dans la rue, les gangs, ont fait de tout ce qui est Ellie Hansen, Ralph Lauren, etc. Toute cette histoire de gang née autour des marques, et notamment l'histoire Low Life qui me fascine assez. Et puis j'ai un amour un petit peu pour tout ce qui est Nautica, Polo Sport, tout ce qui est vêtements de sport comme ça, hyper color block. Quoi. Ouais. Les 2 albums que j'écoute en ce moment, c'est le dernier Rock Marciano et Big Sean. Des années 90, fin 90, époque le shop à Paris, donc époque Lady Soul, Homecore, le shop, Hardcore Session, donc toute cette vague-là quand je suis arrivée à Paris, Triad, et ouais, bien sûr, je connaissais. Un petit mot pour tous les passionnés qui se réemparent de cette culture, mais avec intelligence, en allant voir plus loin que le simple reselling ou la consommation, et qui englobe le vêtement avec tout ce qui va avec, la musique, d'où ça vient. Donc voilà, un petit mot pour eux.